Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Emmanuelle Vargon. Comme Vincent vous l'a dit, je dirigeais une administration du ministère du Travail jusqu'à vendredi dernier, la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle. Et j'ai rejoint le groupe Danone comme responsable des affaires publiques et de la communication à dater de lundi. Et donc, c'est avec cette double casquette que je suis ici cet après-midi. Je vais vous parler des évolutions du marché du travail pour vous dire en gros que pour lutter contre le chômage, il faut avoir une bonne représentation de ce qu'est le marché du travail aujourd'hui, que je pense que ce n'est pas complètement le cas et que c'est en dépassant deux préjugés fondamentaux sur le marché du travail qu'on pourra commencer à mettre en place des solutions. Alors, le premier préjugé fondamental, c'est la question du CDI. Parce que Vincent en a parlé. Tout le monde, dans les politiques de lutte contre le chômage et le développement de l'emploi, se dit que l'objectif, c'est d'arriver à une société dans laquelle tous les demandeurs d'emploi auraient accès à un CDI temps plein, mais en réalité, on est déjà très loin de la réalité. Parce que, certes, si vous prenez à un moment donné la population des salariés en France, là aujourd'hui, vous en avez à peu près 85% qui sont en CDI. Mais quand on regarde en recrutement, dans une année donnée, combien on recrute sur 100 recrutements, combien sont faits en CDI, combien sont faits en CDD, en réalité, sur 100 recrutements de salariés, on en fait moins de 10 en CDI dans une année et 90 en CDD. Et quand on les fait en CDD, on ne les fait même pas sur des CDD normaux ou longs. Il y a 10 ans, je vous aurais dit, ce sont des CDD de moins de 3 mois. Maintenant, je vous dis, ce sont des CDD de moins d'1 mois. Donc, je vais vous donner un exemple. Un centre commercial qui va vouloir faire des animations commerciales pour rendre le passage des clients vivants, il va faire pour chaque lieu un contrat par jour à un salarié. Ce ne sera pas forcément le même salarié qui sera le lundi, le mardi, etc. dans le même centre commercial, mais un salarié donné, il va avoir 17 contrats dans le mois pour aller faire l'animation. Ce ne sera jamais exactement le même contrat parce que ce ne sera jamais exactement la même animation. Donc l'histoire du CDI, en fait, ça concerne maintenant, dans le flux des embauches, de moins en moins de monde. Et puis il y a un autre chiffre, et ce sera a priori le dernier que je vous donne, que je trouve intéressant. Et ça, c'est un chiffre qui montre une mutation qui était déjà assez ancienne, puisque c'est un chiffre de la fin des années 90. Et la question, c'est combien de salariés en France travaillent du lundi au vendredi au même endroit. Donc au même endroit par opposition à, en fait, ils ont plusieurs lieux de travail, et du lundi au vendredi, par opposition, ils sont amenés à travailler le soir ou le week-end. Mais la réponse, c'est fin des années 90, 40%. Seulement 40% des gens travaillent sur une année donnée, toujours au même endroit et uniquement aux heures ouvrables. Donc on voit bien que notre représentation du marché du travail, en fait, elle est assez largement dépassée par rapport, je regarde si on peut mettre, voilà, super, par rapport à... entre l'idée qu'on s'en fait et la réalité. Et puis la deuxième représentation qui est en fait vraiment fausse, c'est que quand on regarde le marché du travail, on se dit il y a deux catégories, il y a les insiders et les outsiders. C'est-à-dire on se dit il y a ceux qui ont la chance d'être dans ce fameux CDI temps plein, et puis il y a tous ceux qui galèrent autour. Alors c'est vrai, mais en fait ce marché du travail, il ne se divise pas en deux catégories, il se divise en trois catégories. Il se divise en trois catégories parce que vous avez ceux qui sont en CDI à temps plein, vous avez ceux qui galèrent, et on pense qu'on a environ 5 millions de personnes, peut-être plus, qui sont au chômage sans aucune activité, au chômage avec un tout petit peu d'activité, ou qui ne sont pas dans les statistiques du chômage, mais qui sont autour du marché du travail. Mais vous avez aussi une troisième catégorie qui se développe, qu'on pourrait appeler soit les autonomes, soit les mercenaires, qui sont en réalité des gens qui ont choisi de ne pas être en CDI, mais qui ne subissent pas la précarité, qui organisent leur vie autour d'une activité choisie. Alors, on peut avoir plein d'exemples de ce qu'on appelle ces mercenaires. Moi, il y en a un qui me plaît bien, c'est le médecin urgentiste intérimaire. Parce que le médecin urgentiste intérimaire, il est certes intérimaire, donc quand on fait des statistiques, on pourrait le mettre dans des cases de précarité. En réalité, c'est quelqu'un qui a choisi de ne pas être attaché à un service hospitalier, qui est rattaché à une agence d'intérim. L'agence d'intérim va le facturer 1 000, 1 500 € la journée. Et ce médecin intérimaire urgentiste, sachant qu'on a une pénurie d'urgentistes en ce moment, va, en 3 jours d'activité, 3 fois 24 heures, 4 fois 24 heures, gagner l'équivalent du salaire moyen du praticien hospitalier qui y a passé tout le mois.
largement de quoi vivre sur 5 journées de travail. Et donc, ce n'est pas de la précarité subie, c'est un choix. Une partie des intermittents du spectacle sont dans cette situation-là, pas tous, bien sûr, très loin de tous. Et puis, vous voyez se développer des statuts d'auto-entrepreneurs, des gens qui restent salariés, mais à temps partiel et qui développent une activité à côté. Et du coup, cette troisième catégorie, elle est en train de se développer très rapidement. Alors, ça a un impact très fort sur les politiques de l'emploi et sur la manière dont on pense qu'il faut agir, parce que moi, il me semble que notre but en politique publique, notre but collectif, ça ne doit pas être de ramener tout le monde au vieux modèle du CDI temps plein, parce que ça, celui-là, on n'y arrivera pas. Ça doit plutôt être de permettre à ceux qui sont en galère ou dans la précarité d'aller soit vers le modèle dit plus stable, soit vers ce modèle d'autonomie, et aussi de faire en sorte que dans ceux qui ne sont pas salariés, ils soient plutôt dans un modèle d'autonomie choisie que dans un modèle de précarité, et ça a quelques conséquences en matière de politique publique. Alors, en fait, j'ai 3 conséquences, et qui sont 3 paris gagnants. Alors, le premier, c'est d'investir dans les compétences. Quand on regarde le chômage en France, le taux de chômage à partir d'un salaire net mensuel de 1,5 SMIC, donc qui est autour de 1 700 1 800 €, à partir de là, vous n'avez plus de chômage. Le taux de chômage des gens qui cherchent un boulot et qu'une entreprise pourrait payer au-dessus d'un SMIC et demi, il est entre 5 et 6%. C'est une étude de l'Institut Montaigne qui dit ça il n'y a pas très longtemps. Le chômage, il est massivement sur les personnes non qualifiées. Donc le premier objectif, c'est d'aller vers la qualification et en particulier de permettre aux actifs de changer de vie. C'est vrai que moi, je viens de faire un choix professionnel relativement drastique. On sait que maintenant, on va mener plusieurs vies professionnelles dans une vie. Comment favoriser la reconversion ? Comment organiser ça ? Comment investir dans la formation ? Donc en France, on vient de faire une grosse réforme de la formation professionnelle avec la mise en place d'un nouvel outil qui s'appelle le compte personnel de formation. C'est le tout début de cette révolution. On a aussi depuis longtemps un outil qui s'appelle le congé individuel de formation qui permet de financer des reconversions. J'ai regardé un peu dans l'un des grands organismes de formation qui s'appelle l'AFPA, quelles jolies histoires il racontait. Il y en a une qui m'a bien plu, que je partage avec vous. C'est un prêtre qui, au bout d'un certain temps, s'est posé quelques questions et n'a pas voulu continuer, et qui a décidé de se reconvertir. C'est vraiment une histoire vraie. Il est devenu plombier et il est très heureux maintenant dans ses nouvelles fonctions. Mais on a des tas d'histoires de gens qui vont d'un univers professionnel à un autre, et c'est vraiment ça qu'il faut faire. Investir dans les compétences au début, investir dans le maintien des compétences et surtout investir dans la capacité de changer de vie. Le deuxième pari à prendre, c'est une question qui est plus complexe, mais qui consiste à se dire, pour que ça marche, ce modèle d'autonomie choisie, il faut que la protection sociale suive. Or, la protection sociale, elle est attachée au contrat de travail et plutôt au contrat de travail long. Donc, comment on fait quand on est en permanence entre un contrat et pas de contrat ou à son compte pour avoir accès à l'assurance maladie, à la complémentaire? Comment ça se gère en matière de retraite? Comment ça se gère en matière d'assurance chômage? En assurance chômage, on a fait un pas dans la dernière négociation, puisque les partenaires sociaux ont mis en place un système qui s'appelle les droits rechargeables, et qui font que, à chaque fois qu'on retravaille un peu, on recharge son compte, comme un badge, et on retrouve des droits qu'on peut réutiliser en cas de fin d'activité. Le président parle en ce moment d'une nouvelle idée qui s'appelle le compte personnel d'activité, qui est exactement dans cette philosophie-là. Il y a des pays qui sont beaucoup plus en avance que nous, notamment les pays nordiques. Mais si on veut que ce modèle se développe, alors il faut que les droits fondamentaux soient attachés à quelque chose qui soit plus fluide que le contrat de travail quand on est en permanence entre un contrat de travail et pas de contrat de travail. Et puis le troisième pari, et c'est probablement le plus difficile, c'est un pari autour des revenus. Alors là, c'est un pari à la fois très compliqué et qui peut vite virer au politiquement incorrect, mais que je vais quand même vous exposer. On a un système de protection sociale, de filet de sécurité plutôt généreux. Ce système de filet de sécurité, il est bâti autour d'un revenu minimum, qui est le revenu de solidarité active, que j'ai contribué à créer avec Martin Hirsch. Et puis après, il se développe avec différentes allocations, les allocations logement en particulier, la couverture maladie universelle. Et ce socle de protection sociale, il est complété par des aides en général, des aides de collectivités locales. Mais même si chacun des outils évolue en fonction des revenus, la somme de tout ça crée ce qu'on appelle une trappe à bas revenus.
Une trappe à bas revenus, ça veut dire que quand vous gagnez plus, ça n'est pas toujours intéressant parce que la somme de ce que vous perdez, en fait, est pire que ce que vous gagnez. Alors, ça n'est pas vrai quand on passe de rien à un revenu d'activité. Ça, c'était l'idée du revenu de solidarité active. Et quand on regarde les courbes, ça se passe plutôt bien. Quand vous démarrez une activité, quand vous n'aviez aucun revenu d'activité, pas de salaire, pas d'activité autonome, et que vous démarrez, les aides continuent. En revanche, quand vous sortez d'une zone 500-600 € de revenus d'activité par mois pour passer vers le temps plein, alors là, tout s'arrête brutalement. Alors, il y a un patron qui raconte ça très bien, qui est le patron d'une grosse entreprise de services qui s'appelle O2, il s'appelle Guillaume Richard, et il explique comment, alors que c'est l'un des premiers recruteurs en France et qu'il cherche des salariés en CDI à temps plein avec une voiture, pourquoi est-ce qu'il n'en trouve pas et pourquoi est-ce que ces salariés ne veulent pas passer à temps plein? Et la réponse, c'est parce que vous comprenez, le seuil de la CMU, c'est 650 ou 700 € de revenus professionnels par mois. À 751 €, c'est fini, j'ai plus la CMU. Le barème de la cantine, parce que dans ma municipalité, c'est si je saute d'une tranche de revenus, alors le coût de la cantine de mon enfant passe de, je sais pas quoi, moi, 2 € par jour le repas à 3 €. Et si vous faites la somme de tout ça, il appelle ça l'effet Boulier. Et en fait, c'est assez juste comme image parce que, en fait, tous ces mécanismes, ils se font avec des seuils à un moment où le tableur n'existait pas et on ne pouvait pas faire ça de façon linéaire. Et du coup, vous rajoutez tous ces seuils et, in fine, ça n'a plus aucun intérêt d'avoir une progression de revenus. Si vous allez vers un modèle d'emploi, de travail, dans lequel, en permanence, un mois, vous gagnez 2 000, 3 000 € parce que c'était un bon mois, le mois d'après, vous êtes plutôt à 800, et qu'à chaque fois, vous passez votre temps à rentrer et à sortir des aides, c'est un casse-tête, et en fait, c'est extrêmement désincitatif. Et donc, pour accompagner un modèle d'emploi qui fait le pari des compétences, qui fait le pari de plusieurs vies professionnelles dans une vie, et qui fait le pari d'une autonomie qui soit moins liée au salariat, alors il faut faire ces 3 grandes réformes. Donc en conclusion, la France a un gros problème de chômage. On est aussi le pays avec la plus belle natalité d'Europe. On a 700 000 jeunes par an qui rentrent sur le marché du travail. C'est une force magnifique, c'est une chance. Saisissons-la. Merci. Merci beaucoup Emmanuel, un exposé très riche. J'ai notamment retenu effectivement que le taux de chômage tombait drastiquement dès qu'on allait au-delà de 1 800 €. Donc conseil à tous les demandeurs d'emploi, la prochaine fois que vous allez pour demander un entretien, 1 800 €. demandez 3 000 balles et a priori vous retrouverez beaucoup plus facilement. Plus sérieusement, vous avez longuement exposé les questions de trappe à pauvreté que vous avez bien connues quand vous étiez chez DIRCAP de Martin Hirsch, aux Solidarités Actives. Et aujourd'hui, on a l'impression que ces trappes à pauvreté, elles se développent de plus en plus jusque dans de nouveaux statuts de l'emploi. On a parlé du CDI, du CDD, mais on aurait aussi pu parler de la dernière grosse réussite de création massive de jobs qu'on doit à Hervé Novelli avec le statut de l'auto-entrepreneur, plusieurs centaines de milliers, et récemment, avant que le ministre de l'Intérieur ne l'interdise, Uber, qui là aussi à chaque fois donc, crée du job, mais sans aucune protection sociale, et j'ai bien retenu de votre exposé que c'est ce vers quoi il faut aller. Est-ce que la solution à terme pourrait être de mutualiser n'importe quel type de contrat et n'importe quel type de revenu avec un socle garanti de formation un peu sur le modèle de ce qui a été créé pour les intermittents du spectacle? Je pense que la solution à terme, c'est d'aller vers un socle de protection sociale qui soit très attaché à la personne et le moins possible au contrat de travail. Le modèle des intermittents, il est particulier parce que le modèle des intermittents, il est en fait assez largement subventionné par l'assurance chômage aujourd'hui. Si on regarde le champ strict de l'assurance chômage, ce régime est très déficitaire. Et d'une certaine manière, c'est un mécanisme de transfert de l'assurance chômage vers le financement de la culture. Et par ailleurs, ça ne sort pas tellement les personnes de la précarité. Parce qu'in fine, c'est un mécanisme circulaire où chacun ajuste son comportement et où, à partir du moment où il faut avoir fait tant d'heures, dès qu'on a atteint son quota d'heures, alors dans ce cas-là, on est bon. Du coup, l'entreprise se dit j'ai plus vraiment besoin de faire travailler cette personne-là parce qu'elle, c'est bon, je vais plutôt faire travailler quelqu'un d'autre. Donc, je pense que l'idée générale est très proche du modèle des intermittents, mais qu'après, il faut ouvrir le capot pour regarder comment ça fonctionne exactement, et que probablement, là, il faudra décaler un peu. Et donc, on pourrait trouver pour ces nouveaux Uber ou ces auto-entrepreneurs un modèle mutualiste qui leur garantisse quand même formation tout au long de la vie, alors? De toute façon, la formation tout au long de la vie, avec le nouveau compte personnel de formation, même si c'est encore un début, celui-là, il est attaché au simple fait d'être un actif sur le marché du travail, salarié, pas salarié. On capitalise 25 heures par an. On a droit, au bout d'un certain temps, à 150 heures de formation financée de façon mutualisée.
Là, il reste l'autre problème, qui est un problème d'accès à l'information, parce que souvent, les gens ne sont même pas au courant que ça existe. C'est sûr, c'est le début. Merci infiniment et bonne prise de fonction chez Merci Danone. beaucoup. Merci.